Bonjour à tous. C'est moi qui est devant vous aujourd'hui pour vous parler de trajectoire de placement, mais en fait, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai réalisée là, en très étroite collaboration avec ma collègue Sophie Tremblay-Hébert. Sophie, elle a, en plus d'avoir une expertise et une connaissance des trajectoires de placement, elle connaissait aussi le type d'analyse qu'on devait faire pour réaliser cette étude-là. Donc, Marie-André Poirier, Tonino Esposito nous ont accompagnés dans cette aventure et je voulais souligner aussi la contribution de Jean-François Cardin et Marie-Noëlle Leroyer. À l'IUJD, on a le privilège d'avoir ces deux analystes qui font des petits miracles avec les données administratives des services de protection et sans qui le genre d'analyse que vous allez voir aujourd'hui ne serait tout simplement pas possible. Donc, très classique comme présentation, ce que je vous propose aujourd'hui, contexte, objectif, méthode, résultat de discussion. Ce qu'on vous présente, en fait, c'est une analyse secondaire qui a été réalisée à partir d'une banque de données qui a été générée dans le cadre de l'évaluation d'impact de la loi sur la protection de la jeunesse, qui est un gros chantier de recherche qui se fait à tous les 5 ans et qui est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et on a eu un financement complémentaire aussi pour réaliser notre petite analyse secondaire là, de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en contexte de protection de la jeunesse. Donc, l'importance des trajectoires de placement, en fait, c'est important. Pourquoi on se préoccupe de ça? C'est qu'à partir du moment où on place un enfant en milieu substitut, on le retire de son milieu d'origine, ce qui est susceptible d'engendrer des stress relationnels pour cet enfant-là. Ensuite de ça, tout au long de l'expérience de placement que l'enfant va vivre, il y a toutes sortes d'événements qui peuvent survenir et aussi engendrer un stress relationnel ou un stress autre ou des désagréments pour l'enfant et sa famille. Donc, on parle souvent des déplacements, lorsqu'un enfant doit être déplacé d'un milieu substitut vers un autre milieu substitut. On va parler aussi de réunification ou de bris de réunification. Ça, c'est lorsqu'un enfant, après un placement d'un certain temps, est réunifié avec sa famille. Lorsque la réunification ne se maintient pas, qu'elle ne fonctionne pas, l'enfant doit être replacé. C'est ce qu'on appelle des bris de réunification. Durant la trajectoire aussi, on va s'intéresser à la durée de placement. Dans la plupart des systèmes de protection, on vise à ce que la durée de placement soit la plus courte possible, justement pour réunifier l'enfant avec sa famille d'origine dans les plus brefs délais, dans la mesure où cette réunification-là est dans son intérêt à l'enfant, dans la mesure où les parents ont apporté les corrections nécessaires pour pouvoir accueillir leur enfant à nouveau. Par contre, il y a beaucoup de recherches qui nous montrent là, que lorsque la durée de placement elle est trop courte, ce n'est pas mieux parce qu'elle est associée à un plus grand risque de bris de réunification. Donc, il y a un équilibre là, assez complexe à essayer de trouver dans la durée de placement. Il va arriver aussi durant la trajectoire de placement, souvent des placements qu'on dit non planifiés. Ça, c'est des placements qui vont survenir en urgence. On doit déplacer ou placer l'enfant parce qu'on craint pour sa sécurité de façon imminente ou on va le placer de manière provisoire parce qu'il y a eu des faits nouveaux qui sont survenus en cours de prise en charge. On doit évaluer ces faits-là le temps qu'on termine l'évaluation puis qu'on fasse le tour de la situation. On doit procéder à un placement qui est provisoire puis qui pourrait changer à la suite pour un placement plus planifié à plus long terme. Et il y a évidemment le type de milieu substitut qui pourrait changer en cours de trajectoire, c'est-à-dire qu'un enfant pourrait être successivement placé en famille d'accueil de proximité, qui est une famille d'accueil qui est comme une personne qui est significative pour l'enfant, qui accueille l'enfant à la demande des services de protection et qui joue le rôle de famille d'accueil, donc de proximité. Il y a des familles d'accueil régulières, il y a des milieux de type plus institutionnel qu'on dit. Ce sont les centres de réadaptation où l'enfant va vivre en unité de vie avec d'autres enfants, les foyers de groupe également. Donc, tous ces événements-là qui sont susceptibles de ponctuer la trajectoire de placement d'un enfant, elles ont été étudiées la plupart du temps en silo. Donc, une étude qui va se centrer sur c'est quoi les facteurs associés à la réunification puis au bris de réunification, quelle est la fréquence de ces événements-là. Mais très rarement, on a vu des études qui regardaient dans l'ensemble la trajectoire en intégrant tous les événements qui sont susceptibles d'arriver durant la trajectoire de placement.
Il y a quand même eu quelques études qui ont été faites sur des trajectoires qui intégraient plusieurs types d'événements comme ça. La plupart ont eu une approche qu'on dit séquentielle. Vous voyez le tableau à l'écran, c'est une façon d'approcher les trajectoires en regardant la séquence des différents événements qui surviennent durant la trajectoire et l'ordre dans lequel les différents événements se succèdent. Donc, ici, on a un exemple d'une dizaine d'enfants, enfants A jusqu'à I, puis on découpe des périodes temporelles. Ici, c'est des mois, puis on regarde, durant le mois 1, l'enfant a été placé dans le milieu 1, le mois 2 aussi, mais à partir du 3e mois, là, il a été réunifié, puis sa réunification se maintient pendant tout le reste de l'observation. Et on fait ça ainsi de suite pour tous les enfants du groupe, puis on essaie de regrouper ensemble les enfants qui partagent le même type de séquence d'événements dans leur trajectoire. Alors, ce sont des approches séquentielles. C'est très intéressant comme approche. L'inconvénient, c'est que ça nous force un peu à compartimenter l'expérience de placement en intervalles de temps. Ça ne tient pas compte non plus de l'aspect cumulatif de certains événements. Donc, ça ne tient pas compte du fait de la répétition de déplacements, de jusqu'à quel point l'enfant va vivre plusieurs réunifications ou plusieurs placements en urgence. Il y a une étude qui est une des rares là, qui a été réalisée au Québec par notre collègue Sophie Tremblay-Hébert, qui a étudié les trajectoires de placement avec une approche de cumul d'événements. Donc, elle a regardé combien de bris de réunification, combien de déplacements les jeunes ont vécu et d'autres caractéristiques également. Elle a fait ça à partir d'un petit échantillon de filles, d'adolescentes, 315 adolescentes placées en centre de réadaptation dans une des 16 DPJ du Québec. Donc, avec ce petit échantillon-là, ce qu'elle a retrouvé, c'est 3 profils de trajectoire. Un profil qu'elle a nommé stable, qui regroupait la majorité des enfants dans lesquels l'enfant vivait pas tant de déplacements ou de bris de réunification que ça. Un profil qu'elle a qualifié d'instabilité relationnelle, puis un 3e profil qu'elle a qualifié d'instabilité physique. L'instabilité relationnelle étant plus de l'instabilité en termes de nombre d'intervenants impliqués responsables de son dossier. Et l'instabilité physique, ça référait plus en termes de tentatives de réunification qui ne fonctionnent pas avec le milieu d'origine. Elle a nommé ça instabilité physique. Donc, à la lumière de tout ça, nous, avec Sophie, on s'est demandé, si on prenait une cohorte d'enfants vraiment plus représentative de l'ensemble des enfants placés à travers tout le Québec, est-ce qu'on observerait les mêmes profils? Est-ce qu'il y aurait des profils qui s'ajouteraient si on tenait compte de plein d'autres variables de cumul aussi? Donc, c'est ce qu'on a tenté de faire. L'objectif donc de l'étude, c'est de vérifier d'une part, est-ce qu'il existe des profils de trajectoire distincts, des trajectoires qui seraient basées sur le cumul des événements qui se succèdent là, durant la trajectoire de placement. Et s'il existe des profils, est-ce qu'il y en a parmi ceux-là qui sont plus susceptibles que d'autres de mener à certains types de permanence 9 ans plus tard, 9 ans après l'entrée dans les services de protection? Donc, c'était essentiellement les 2 objectifs qu'on a poursuivis. Parlons méthode un peu. On a utilisé, donc je vous le disais tantôt, une cohorte qui a été constituée dans le cadre du 3e cycle de l'évaluation d'impact de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, cette cohorte-là, elle inclut tous les enfants du Québec qui sont entrés dans les services de protection en 2008 et qui ont été placés en milieu substitut. Ensuite, c'est des données administratives. Donc, on est allé chercher vraiment les informations qui étaient consignées au dossier de l'enfant. On a observé la trajectoire de placement sur une période de 9 ans et demi après l'entrée dans les services en 2008. Et c'est important de rappeler là, au niveau conceptuel que, contrairement à la plupart des autres études qui regardent les trajectoires sur un seul épisode de placement ou un seul épisode de service, nous, à travers les 9 ans d'observation, on a vraiment considéré tous les placements qui ont pu survenir, que ce soit à l'intérieur d'une même prise en charge ou de plusieurs prises en charge successives que l'enfant a pu vivre durant les 9 ans d'observation.
Le type d'analyse auquel on a eu recours pour faire ça, c'est une analyse de profil latent ou de classe latente, si vous voulez. Ce type d'analyse-là, ça consiste à essayer de voir dans un groupe d'individus, ici, c'est des enfants placés, donc dans notre cohorte d'enfants placés, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on peut voir des groupes d'enfants qui partagent certaines caractéristiques de leur trajectoire puis qui se distinguent d'autres enfants qui, eux, ont d'autres caractéristiques de trajectoire? Toujours dans l'esprit d'avoir des caractéristiques de trajectoire qui sont cumulatives. Donc, les variables qu'on a utilisées, en fait, la première étape, c'était de regarder, de déterminer quels sont les attributs, quels sont les événements de la trajectoire qu'on va vouloir observer. On en a défini 6, puis on a essayé de voir avec ces 6 variables-là, est-ce qu'on est capable de distinguer des profils qui se distinguent. Donc, la première variable qu'on a utilisée pour créer les profils, c'est le nombre de bris de réunification. Donc, le nombre de fois où l'enfant ou le nombre de fois où l'enfant est placé, réunifié, et que la réunification ne se maintient pas, l'enfant doit être replacé. Ça, c'est un bris de réunification. Ensuite, on a regardé le nombre de déplacements. Ça, c'est le nombre de fois où l'enfant se déplace d'un milieu substitut à un autre milieu substitut. Le nombre de jours cumulés en placement. Ensuite, le nombre de types de milieux de placement, donc famille d'accueil de proximité, famille d'accueil régulière ou milieu institutionnel. Il y a des enfants qui, au cours des 9 années d'observation, vont avoir des séjours dans ces 3 types de milieux-là. Il y en a qui ne vont vivre que dans un seul type de milieu substitut. Le nombre de motifs d'intervention, ça, c'est les motifs en vertu desquels la direction de la protection de la jeunesse peut prendre en charge les situations. Il y en a 9, abus physiques, abus sexuels, négligence, mauvais traitement psychologique, abandon, troubles de comportement et les situations de risque sérieux d'abus physiques, risque sérieux d'abus sexuels et risque sérieux de négligence. Donc, l'enfant peut cumuler un certain nombre de problématiques. Alors, on a considéré cette variable ici. Et finalement, le nombre de placements non planifiés, qui inclut autant les placements qui sont faits en urgence que les placements provisoires. Donc, ça, c'est nos 6 variables que vous voyez, ce sont des variables cumulatives qui se formulent en termes de nombre. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a créé les profils, on a essayé de voir comment ils se distinguaient ces profils-là sur la base de d'autres caractéristiques que la trajectoire de placement, les caractéristiques de l'enfant, par exemple. Son âge à l'entrée en 2008. Est-ce qu'on a tenté de maintenir l'enfant puis de faire une prise en charge en maintenant l'enfant dans son milieu familial avant de le placer? Et si oui, pendant combien de temps? Quelle est la nature des motifs qui sont présents dans la trajectoire de placement de l'enfant? Est-ce que l'enfant avait des antécédents en protection de la jeunesse au moment de l'entrée en 2008? Donc, on va comparer les profils sur ces différentes variables-là. La 5e variable, bien, ultimement, vous vous rappelez notre deuxième objectif de l'étude, c'était de voir est-ce qu'il y a certains profils qui mènent à certains types de permanence. Alors, c'est ce qu'on a aussi tenté de faire. Les types de permanence, ce sont une réunification qui se maintient, un placement majorité qui est stable, une tutelle qui se maintient également, et une préparation à l'autonomie. Donc, pour les enfants, pour les jeunes qui sont un peu plus âgés, où est-ce qu'on va les préparer à vivre de façon autonome en appartement. Donc, ce sont les principaux statuts là, de permanence qu'on a définis 9 ans après l'entrée en 2008. Donc, les résultats, quand on fait une analyse de profil latent, l'analyse nous retourne un certain nombre de modèles, puis il faut choisir parmi les modèles qui nous sont proposés celui qui semble coller le mieux aux données puis qui s'interprète le mieux. Puis pour choisir le modèle, bien, on utilise différents coefficients. Alors ici, ce que vous voyez, c'est il y a 6 modèles qui sont ressortis de l'analyse. Et pour chacun des modèles, on a plusieurs coefficients, puis on choisit dans le fond le modèle qu'on retient sur la base d'un ensemble de facteurs, dont ces coefficients-là. En fait, les 2 premiers coefficients, le AIC puis le BIC, on vise à ce qu'ils soient les plus faibles possibles. Plus ces coefficients-là sont faibles, plus le modèle meilleur est le modèle. L'entropie, c'est le pourcentage d'enfants qu'on réussit à classer grâce au modèle. Donc, plus c'est élevé, mieux c'est.
et la valeur P, dans le fond, qui nous indique est-ce que ce modèle-là est significativement meilleur que le précédent pour classer les enfants. Alors, en prenant en considération tous ces critères-là, on a déterminé que le modèle à 5 profils était celui qu'on allait retenir pour la suite des analyses et c'est celui que je vais vous décrire dans les prochaines diapos. On a une entropie de 92 %. Ça veut dire que grâce à ce modèle-là, on réussit à classer là, correctement, grâce au modèle, 92 % des enfants de la cohorte initiale. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ce sont nos 5 profils que vous voyez à l'écran. Chaque couleur représente chacune des 6 variables qui ont été utilisées pour créer les profils. Je vais d'abord vous présenter pour chacun des profils comment le profil se situe par rapport à ces 6 variables-là. Puis ensuite, je vais vous parler de comment ce profil-là se distingue des autres sur d'autres variables. Dans ce graphique-là, ce qui est représenté, là, c'est le score Z par rapport à chacune des 6 variables. Ce que ça veut dire, c'est que les bâtonnets, quand ils sont en dessous de la ligne du 0, ça veut dire que dans ce profil-là, les enfants sont en dessous de la moyenne de la cohorte pour chacun de ces indicateurs-là. Puis quand le bâtonnet est au-dessus de la ligne du 0, ça veut dire que ce profil-là est en moyenne au-dessus du reste de la cohorte pour cet indicateur-là. Donc, allons-y. Si on regarde notre premier profil, qui regroupe 66 % des enfants de la cohorte. On l'a intitulé, cette trajectoire-là, on l'a appelée la trajectoire courte stable. Ce sont des enfants qui sont en dessous de la moyenne pour chacun des 6 indicateurs. Donc, c'est des enfants qui ont moins de bris de réunification que les autres, moins de déplacements, qui vivent des placements moins longs, moins de types de milieux de placement différents, moins de co-occurrence et moins de placements non planifiés. Donc, c'est vraiment des jeunes qui ont une trajectoire très différente des autres. Quand on les compare aussi sur d'autres variables, on voit que ces enfants-là sont plus susceptibles d'avoir un motif d'abandon dans leur trajectoire. Ils sont moins susceptibles d'avoir un motif d'abus sexuel dans leur trajectoire. Ils sont moins susceptibles d'avoir des antécédents en protection de la jeunesse au moment de l'entrée dans la cohorte en 2008. Maintenant, si on regarde le deuxième profil, on l'a appelé la trajectoire longue stabilisée. Cette trajectoire-là représente 14 % des enfants de notre cohorte. Le profil se caractérise principalement, on le voit, là, le bâtonnet le plus élevé qui se distingue des autres, c'est le bâtonnet gris qui représente le nombre de jours en placement. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça la trajectoire longue stabilisée. Puis, on ne l'a pas appelé longue stable, on l'a appelé longue stabilisée parce qu'on voit que le petit bâtonnet vert qui est quand même qui est présent, là, qui représente le nombre de placements non planifiés, on voit qu'il y en a eu quand même un peu dans ce groupe-là, ce qui suggère un peu qu'on a peut-être essayé là, en début de prise en charge différentes choses, puis on a assez rapidement stabilisé la situation dans le temps, puis que le placement a duré quand même assez longtemps. À travers tous les profils, c'est celui qui a la durée de placement la plus longue, comme on peut le voir. Donc, ce profil-là, quand on le compare aux autres sur d'autres variables, ce qu'on voit, c'est que ça regroupe les enfants les plus jeunes de toute la cohorte. Ce sont aussi des enfants qui sont placés plus tard dans le processus de protection, c'est-à-dire qu'on a essayé d'intervenir d'abord en les maintenant dans leur milieu, puis on les a placés un petit peu plus tardivement durant la prise en charge. Ce sont des enfants qui sont plus à risque d'avoir un motif de protection de risque de négligence et qui sont moins susceptibles d'avoir des troubles de comportement dans leur motif de protection. Le troisième profil, il représente 10 % de la cohorte et on l'a appelé bris de réunification et placement en urgence. Ce qui caractérise ce profil-là, c'est le nombre de bris de réunification qui est plus élevé que dans la plupart des autres profils. C'est le bâtonnet bleu. On voit qu'il y a beaucoup de bris de réunification, qu'il y a beaucoup de placements en urgence aussi, mais que malgré tout, si on regarde le bâtonnet gris,
tout ça se déroule sur une durée de placement qui est pas mal dans la moyenne, ce qui suggère dans le fond que tous ces mouvements-là, ces bris d'initiation puis ces placements en urgence doivent se succéder à un rythme assez important parce que la durée de placement n'est pas pour autant plus longue dans ce profil-là. Quand on le compare aux autres profils, on voit que ces enfants-là sont plus susceptibles d'avoir des abus, toute forme d'abus dans leur trajectoire, que ce soit abus physiques, abus sexuels ou abus psychologiques. Et ils sont plus susceptibles d'avoir des antécédents en protection de la jeunesse aussi au moment de leur entrée dans la cohorte. Le quatrième profil, il regroupe 6 % des enfants de la cohorte, donc un petit peu plus faible effectif. On l'a appelé instabilité en placement parce que ce qui caractérise ce profil-là, c'est le nombre élevé de déplacements, donc passage d'un milieu substitut à un autre milieu substitut. C'est le bâtonnet orange qu'on voit, qui est plus élevé que dans la plupart des autres profils. On voit aussi quand même que c'est des jeunes dans ce profil-là qui ont vécu dans plusieurs types de milieux substituts différents. Il n'y a pas beaucoup de co-occurrence. Le petit bâtonnet bleu est en dessous de la moyenne dans ce profil-là. Et quand on les compare aux autres profils, on voit que c'est des enfants plus vieux que dans les autres profils, qui sont placés plus tôt pendant le processus. Donc, assez rapidement, en cours de prise en charge, même des fois en début de prise en charge, on va les retirer puis les placer. Et ils sont plus susceptibles d'avoir un motif trouble de comportement pour l'intervention. Et probablement, comme il n'y a pas beaucoup de co-occurrence, on peut penser que c'est souvent exclusivement des troubles de comportement sans autre forme de maltraitance, par exemple. Le dernier profil est très préoccupant. Il ne concerne que 3 % de la cohorte, cependant. On l'a appelé la trajectoire d'instabilité sévère et généralisée parce que dans ce profil-là, les enfants cotent plus fort sur l'ensemble des 6 variables de cumul qu'on a considérées dans l'analyse. Donc, c'est des enfants qui vivent plus de bris de réunification, plus de déplacements. Il y a juste, dans le fond, la durée, le bâtonnet gris, là, qui n'est pas le plus élevé de tous les profils, là, parce que la durée est vraiment la plus élevée dans le deuxième profil pour ce qui est de la durée de cumulée en placement. Mais sinon, tous les autres indicateurs dans ce profil-là sont les plus élevés de tout le reste de la cohorte. Quand on les compare aux autres profils, ce sont des enfants qui sont plus susceptibles d'avoir un motif de négligence ou d'abus sexuels dans leur trajectoire ou d'abus psychologiques. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Ça, c'était la description, dans le fond, des profils sur différentes variables. Ultimement, vous vous souvenez que notre deuxième objectif, c'était d'essayer de voir en quoi ces profils-là se distinguent quant au statut de permanence 9 ans après l'entrée dans les services. Alors, voici ce que ça donne pour ce qui est des statuts de permanence. Donc, j'ai reproduit là, les profils en haut de la diapo. Puis en bas, vous avez pour chacun des profils le pourcentage d'enfants dans le profil qui, 9 ans plus tard, se retrouvent en réunification maintenue, adoptés, en placement à majorité stable, en autonomie, en tutelle. Donc, si on regarde profil par profil, si on prend la trajectoire courte stable, ce qu'on voit, c'est que la plupart des enfants dans ce profil-là se retrouvent comme étant réunifiés, maintenus 9 ans plus tard ou adoptés. 55 %, c'est le statut de permanence le plus fréquent dans ce groupe-là, mais c'est aussi le plus fréquent à travers tous les groupes. C'est dans ce groupe-là où la réunification est la plus fréquente, donc 55 % comparé à 36 % et moins là, dans les 3 autres profils, dans les 4 autres profils, pardon. Donc, la trajectoire courte stable semble associée aux adoptions puis aux réunifications maintenues. Pour ce qui est de la trajectoire longue stabilisée, ce qu'on voit, c'est qu'eux aussi, ils ont quand même un bon pourcentage d'adoption en bout de ligne 9 ans plus tard. Mais c'est eux aussi qui ont le plus gros pourcentage de placement majorité de tous les autres profils. Donc, 51 % des enfants dans ce profil-là
finissent avec un placement à majorité stable. Donc, une ordonnance qui dit, ben voilà, ce jeune-là va être placé jusqu'à ses 18 ans dans la famille d'accueil X, par exemple. Si on regarde le troisième profil en bleu, donc nos bris de réunification et avec placement d'urgence, ben, ce qui ressort de ce groupe-là, c'est que c'est associé au fait d'avoir aucune permanence. Et là, ça, j'en ai peut-être pas parlé avant. Les enfants qui n'ont aucune permanence, dans le fond, ce sont ceux, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien tenté. Ce sont les enfants qui, 9 ans plus tard, après leur entrée dans les services, n'ont pas de réunification stable, pas d'adoption, pas de placement majorité stable, pas de préparation à l'autonomie ni de tutelle. Soit qu'on n'a jamais rien tenté, donc ces enfants-là ont cumulé des mesures de placement consécutives sans ordonnance à majorité, ou on a tenté, par exemple, une réunification qui ne s'est pas maintenue, puis on a dû replacer l'enfant sans qu'il y ait vraiment, en bout de ligne, au bout de 9 ans, une réelle permanence. Donc, c'est 46 des enfants dans ce profil-là qui, au bout de 9 ans, se retrouvent sans aucune permanence. Ce qui est très élevé, ce qui est quand même pas le plus élevé de tous les profils, là, mais c'est là-dessus que ce profil-là se distingue des autres. Pour ce qui est de du quatrième profil, donc instabilité en placement, ce qu'on voit que c'est associé à la préparation à l'autonomie. Ce n'est pas très surprenant parce qu'on se souvient que ce sont des enfants ce sont plus des adolescents, ils sont placés plus tard, c'est-à-dire qu'ils sont placés rapidement, ils vivent beaucoup d'instabilité, mais ce sont surtout des adolescents. Donc, que ce projet-là d'autonomie ressorte pour les distinguer, ce n'est pas si étonnant. Il y a quand même 41 de ce groupe-là qui sont sans aucune permanence en fin d'observation. Et notre dernier profil d'instabilité sévère et généralisée, lui, se retrouve surtout là, sans aucune permanence en fin d'observation. Donc, en guise de discussion, je vais revenir dans le fond sur chacun des profils, puis partager avec vous ce que nous, on retient dans le fond, ce qu'on comprend de l'ensemble de ces résultats-là sur chacun des profils. Donc, le premier constat qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'en voyant qu'il y a 5 profils qui ressortent comme ça, qui sont relativement bien définis, ce que ça nous dit, c'est que les enfants placés ne constituent pas un groupe homogène. On l'a vu dans les analyses que Sophie Tremblay-Hébert a fait dans le passé aussi, qu'il ressortait des profils. Elle en trouvait 3. Nous, on en retrouve 5 avec une cohorte beaucoup plus diversifiée. Pas juste des adolescentes, pas juste des jeunes placés en centre d'adaptation, mais dans plein de types de milieux substituts différents. Donc, les enfants placés, ce n'est pas un groupe homogène. Puis si on regarde les 2 premiers, si on se fie aux 2 premiers profils qui regroupent quand même 80 de la cohorte, c'est que les trajectoires instables ne sont pas généralisées à l'ensemble des enfants placés. Donc, c'est 80 de notre cohorte d'enfants placés qui se retrouvent dans des trajectoires. Ça ne veut pas dire que ces enfants-là n'ont vécu aucun déplacement ou aucun bris de réunification, mais qui, comparativement aux autres profils, on peut qualifier leur trajectoire de relativement stable. Ensuite, si on regarde notre profil, le deuxième profil de trajectoire longue stabilisée, ce que les données nous suggèrent, c'est que, on le voit, là, il y a seulement 6 d'adoption dans ce profil-là. Ce sont les enfants qui sont placés les plus jeunes comparativement à tous les autres profils. Donc, ça regroupe nos enfants les plus jeunes qui sont là surtout pour des risques de négligence. Alors, on était surpris que l'adoption n'occupe pas une plus grande place que ça parmi ce groupe-là et que le placement à majorité soit si fréquent dans ce groupe-là. Donc, un placement à majorité pour un enfant qui rentre dans les services à l'âge de 2-3 ans, ça veut dire que cet enfant-là est placé la majeure partie de son enfance. Et donc, ça nous fait poser la question, est-ce que parmi les statuts que nous, on observe de placement à majorité stable, est-ce qu'il y aurait peut-être eu des tentatives d'adoption qui auraient été faites durant les 9 années
pour finalement ne pas aboutir et finir en placement majorité. C'est possible, ou des adoptions qui sont peut-être en cours au moment où l'observation prend fin. On sait que c'est long, passer à travers un processus d'adoption. Nous, on considère que l'adoption, l'enfant est adopté à partir du moment où son placement en protection de la jeunesse se termine et que l'enfant va vivre chez ses parents adoptifs de façon permanente. Mais avant que le dossier puisse se fermer en protection de la jeunesse, il faut passer à travers toute une série d'étapes d'admissibilité à l'adoption, entre autres, qui peuvent prendre des années. Donc, peut-être que parmi nos placements majorité qu'on voit là, le 51 là, dans le groupe de trajectoire longue stabilisée, il y en a peut-être une partie qui, si on avait observé un petit peu plus longtemps, se serait retrouvée dans le statut adopté. Voilà. Ensuite, notre profil d'instabilité sévère généralisée, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on se souvient que ce profil-là est associé à des motifs, à une plus grande susceptibilité d'avoir des motifs d'abus, puis plus de co-occurrence aussi. Et ça nous fait penser que peut-être qu'il y a des traumas qui sont associés à cette co-occurrence-là qui peuvent contribuer à toute l'instabilité qu'on observe des placements en urgence, des bris de réunification. Donc, il y a peut-être ça là, qui joue dans ces profils-là. Et les deux profils, dans le fond, le bleu et le vert, là, les bris de réunification en urgence et le profil d'instabilité sévère et généralisée, ont des caractéristiques communes dans le sens où il y a beaucoup de bris de réunification dans ces deux profils-là. Ce que ça nous suggère, c'est qu'il y a peut-être derrière ça des dynamiques relationnelles familiales qui sont très complexes et peut-être que ces dynamiques-là se détériorent en fait au fil des bris de réunification successifs. Dans les travaux antérieurs qu'on a faits à partir de la même banque de données dans le cadre de l'évaluation d'impact de la LPJ, on a trouvé d'ailleurs que une réunification qui ne se maintient pas, ça augmente le risque de 76 que les réunifications prochaines ne fonctionnent pas non plus. Donc, un bris de réunification engendre plus de risques de bris subséquents. Donc, voilà, si vous voulez plus de détails sur cette étude-là, vous pouvez consulter l'article qui va être publié là, dans les prochains jours dans la revue Psychoéducation. Je vous invite aussi à surveiller notre site Facebook à l'UJD. Il va y avoir une infographie qui va sortir dans les prochains jours dans le cadre de notre thématique du mois d'octobre qui est placement et stabilité. Donc, voilà. Mais je vous remercie de votre attention.